Bon, ben, on est parti. Euh, Rudy m'a dit on va faire un petit meet-up sur les microservices. Vas-y, présente Kotlin. Alors, j'ai pas trop bien compris le rapport. Je lui ai dit, bah, c'est pas grave, j'ai une autre presse sur l'automatisation via Jenkins. Et ça va un peu de pair avec les microservices parce que, enfin, vous allez voir, nous aussi, on essaye de passer, pas en microservices, mais on a les mêmes problématiques. Et donc, comment est-ce qu'on a pu un peu réfléchir là-dessus? Comment est-ce qu'on les a résolus et surtout les problèmes qu'on a pu soulever et ce qu'on n'a pas encore résolu. Donc, je me présente, Pierre Leresteux, je travaille chez Sagi. Et là-haut, les petites icônes, c'est ce que je fais. Il y en a 6, ouais. Je ne sais pas si vous arrivez tous à savoir les 6. Ah. Est-ce qu'il y en a qui a les 6? Oh, bien. Bon, bah, c'est cool. Donc, je suis fan de Kotlin, c'était pour ça aussi que je devais faire une presse Kotlin. Pour info, je vous ai ramené plein de stickers Kotlin, parce que j'ai fait chier JetBrains pour en avoir plein, et du coup, ils sont là. Jenkins, bon bah voilà, on va voir pourquoi, mais je touche beaucoup à Jenkins. Je suis plus DevOps que Dev, et que Ops surtout. Java, bon bah voilà, c'était un peu obligé. Ensuite, on est en train de passer vraiment Docker Kubernetes. Et le dernier, pour ceux qui ne l'ont pas, qui le connaissent pas, c'est JUnit 5, parce que j'adore les tests. Et donc là, normalement, il est en couleur, c'est peut-être un peu plus simple, mais en noir et blanc, il se voit pas trop, quoi. Et je suis aussi co-orga de Codeur en scène, d'où le t-shirt. Pardon. Et du coup, j'en profite parce que Rudy vous a dit oui, n'oubliez pas la date, le 22 novembre au Kindarena. Et le sponsoring, c'est bien et tout. Mais moi, je vous dis aussi, le CFP est ouvert. Et n'hésitez pas à proposer des confs parce qu'on a besoin aussi on a besoin de sponsors, mais on a aussi besoin de conférenciers. On en a de toute la France, mais si on peut faire passer aussi les locaux, c'est pas mal, en plus des meet-up. Donc la conférence cette année, comme il l'a dit, ça sera au Kindarena et ça sera toujours gratuit. Donc là, normalement, j'ai un petit accessoire. C'est l'alarme. Je le mets pas, hein, mais c'est mon t-shirt Sagi, puisque maintenant je passe en mode Sagi et puis en mode codeur en scène. Petit retour en arrière, on est en septembre 2017. On est tous à Sagi réunis. Et on commence à voir qu'on a de nouvelles problématiques qui arrivent. Alors Sagi, en 2 mots, c'est une plateforme as a service qui va accompagner les clients dans le traitement de leurs données. Je fais très court, je ne suis pas commercial. Et je fais un petit état des lieux de l'équipe actuelle. Donc on a une équipe qui s'appelle l'équipe Core, dont je fais partie, qui est vraiment l'équipe historique chez Sagi. Donc on est 6 personnes, et on a un monolithe que j'ai appelé une app qui fait tout, puisqu'elle fait tout. Donc c'est du PHP, nous aussi on est encore en PHP. Le front il est en AngularJS, donc on a tout dans le même projet, ça pose pas de soucis. C'est vraiment l'historique, le cœur de la plateforme. On a tout dedans, donc c'est vraiment l'app qui fait tout. On commence à avoir quelques services qui gravitent autour, parce que on est plusieurs développeurs Java est arrivé, et bon, le PHP, voilà. Donc nous on s'est dit non mais vas-y, on va faire un peu du vrai code. Et du coup on a commencé à faire du Java et puis du Kotlin aussi, parce que c'était cool. Donc tout en Spring, la plupart du temps. Et puis après on a tout ce que j'appelle les applications tierces. Ça peut être la base de données, ça peut être comme bout des brokers, enfin bref, toutes les applis qui gravitent autour. Et là, par contre, on en a beaucoup, on en a presque une vingtaine. Et c'est là où on se prend le plus la tête, parce que c'est pas nous qui le faisons. Et du coup, des fois, on est même obligé d'ouvrir des pull requests dedans pour ajouter des fonctionnalités, parce que on n'a pas forcément ce qu'on veut. Et puis, en plus, parce que développer, c'est bien, mais il faut aussi le déployer, il faut aussi le maintenir. Et actuellement, on est une start-up, donc on n'a pas le choix, c'est à nous de le faire. Donc là, on est 6 personnes pour gérer ça. C'est déjà pas mal. On a une autre équipe qui s'appelle l'équipe Frozen. C'est parce qu'il s'appelait l'équipe Reine des Neiges. Parce qu'il libère la donnée. Bon bref, je vous ai pas mis la chanson dans la tête, c'est pas moi. Donc eux, ils s'occupent d'une application en particulier. Donc eux, ils sont déjà en Spring. Ils font de l'Angular. Et l'application est déployée dans la plateforme. Donc pour eux, c'est assez simple. Si la plateforme fonctionne, ils peuvent déployer leur application. Bon, après, ils ont d'autres problématiques. Hein, mais... On a une équipe qui s'appelle l'équipe App Store, d'une personne, qui n'existe pas encore. Enfin, l'équipe n'existe pas encore, mais en fait, c'est toute l'intégration des applications tierces dans la plateforme, des applications partenaires.
Et du coup, c'est une équipe qui est en train de se monter. Et donc, on doit la prendre en compte. On a 2 recrutements qui arrivent en fin d'année, parce que là, je vous rappelle, on est en septembre. Et en fin d'année, on a 2 nouveaux développeurs qui nous rejoignent. Donc, on a tout ce petit monde-là. Et puis, en plus, on a aussi une équipe de testeurs, donc 2 personnes qui font du test automatisé et manuel. Et on a une équipe de 3 design systems. À l'époque, je ne sais pas si on était 2 ou 3. 2, bon, 3 à la fin de l'année. Et 3 personnes du design system. Et en plus, on a une nouvelle équipe qui se monte, c'est le SRE, donc la partie plus Ops, donc, qui devrait s'occuper de l'installation et de tout. Mais pour l'instant, on ne sait pas encore ce qui se passe. Donc, un petit état des lieux de ce qu'on a. On a plein de bordel. On a un Jira avec, pareil, nous aussi, on a plein de projets dans Jira. C'est cool. En plus, on en a en commun avec d'autres équipes. Donc avec les apps, on a des projets qu'on a en commun. Donc autant dire que déjà pour communiquer, c'est pas facile. Mais alors en plus, via Jira, c'est pas facile non plus. Jira, bon, c'est devenu une peine dans l'équipe, clairement. On va en reparler après, mais bon, hormis l'outil, c'est d'avoir beaucoup de projets, c'est vraiment compliqué. On a des process de déploiement qui sont en plus différents suivant les équipes, puisque on a des applications qui se déploient dans la plateforme, d'autres qui vont se déployer, qu'on gère, d'autres des applications tierces où on récupère les l'Ansible officiels, entre guillemets. On a des applications qui ne sont pas dockerisées, bref, on a plein de déploiements différents, pas très harmonisés. Et en plus, toutes les applications qu'on a, on a un repo kit par application. Donc je crois que j'avais compté, il y avait plus de 15 repo kits en tout à peu près. Puisque aussi nos déploiements sont dans des repo kits. Et enfin, on a un environnement de dev en commun pour déployer tous nos features. Donc on est 12 développeurs sur un environnement de dev. Vous êtes 3, je pense que vous voyez déjà la galère. Imaginez à 12. Bon, à l'époque, on n'était que 10. Mais... on ne voit pas très bien, mais bon, j'y peux rien. Du coup, voilà, en septembre, on se dit, voilà, il y a des nouveaux objectifs, on va devoir faire quelque chose. Et qu'est-ce qu'on va faire? L'objectif premier, c'est de pousser en prod, mais le plus souvent possible. Parce que là, actuellement, on a des releases qui mettent presque 6 mois à partir en prod. Et quand vous avez une code base de 6 mois à mettre en prod, je peux vous dire, on se serre fort les fesses, quoi, parce que c'est chaud, quoi. Donc généralement, ça dure à peu près une semaine où on fait plein de tests. On est à fond pour être sûr que ça se passe bien. Et puis comme on utilise Ansible, ça se passe pas bien. Et c'est des cas qu'on n'a pas vus. Mais du coup, généralement, la plateforme est disponible pendant une journée. On est au taquet de 7h à minuit pour réparer ça. Et voilà, c'est pas cool parce que franchement, c'est un gros stress de mettre en prod et ça devrait pas. Donc le but, c'est vraiment de pousser en prod la plus petite incrément possible. Deuxième chose, c'est d'éviter les effets tunnels. Une story qui prend trop de temps, ça devrait pas exister et malheureusement, on en a qui existent. Et voilà, si on pousse pas en prod, si on travaille trop dessus, c'est peut-être qu'il y a un problème de découpage, peut-être qu'il y a un problème de conception. Donc le but, c'est vraiment d'éviter tous ces effets tunnels-là. Et enfin, le troisième point, c'est la loi de Conway. En fait, on l'a subi tous, et je pense que vous en êtes vraiment le reflet. C'est-à-dire que en fait, l'organisation du système est le reflet de l'organisation des personnes. Et inversement. S'il y a un système qui est déjà existant, qu'on met des gens dessus, ils vont se conformer à l'existant. Et si on prend des gens où il n'y a pas de système d'information, ils vont reproduire le système d'information, le système d'organisation des personnes pour l'appliquer au système informatique des applications. Donc le but, c'était en connaissant ça, on va penser différemment. On va se dire, OK, comment est-ce qu'on peut organiser toutes nos applications et comment est-ce qu'on sait que si on les organise comme ça, on sait que l'organisation humaine va se calquer dessus. Donc est-ce que c'est compatible ou pas? Donc l'objectif, c'était forcément de réunir tous les développeurs ensemble, plus toutes les équipes transverses dev et design system, testeurs et design system. Et pour ça, on est parti un week-end en Normandie. C'était cool. Mais il n'y avait pas de la 4G. Donc ça, c'était moins cool. Il a fait quand même pas mal beau. Donc on était dans un petit trou paumé en Normandie. Bon, c'était cool, on a quand même mangé de la raclette dehors. Enfin bref, on a bu, on a mangé, mais surtout on a travaillé, faut pas croire. Mais j'ai pas de photo où on travaille, c'est bizarre. Je sais pas pourquoi. Bon, chez moi on le voit pas, mais c'est pas grave.
Du coup, on a pensé, on s'est dit, bon ok, on va faire quelque chose, on va essayer de découper nos applications et se dire, ok, là, les applications, elles vont dialoguer comme ça, mais c'est également la façon dont nous, les développeurs, on va s'organiser. Et ça nous a posé pas mal de soucis, on a quand même pas mal réfléchi et on est arrivé à peu près à un petit consensus, c'est que tous les développeurs, en tant qu'on est, on a deux possibilités. Soit on se spécialise, donc c'est cool, moi je vais m'occuper que d'une partie de la plateforme, et je vais être à fond dedans. Seulement le problème, c'est que le jour où je suis pas là, bah, c'est le bordel. Ou alors on se dit, bah ok, on est plutôt des sortes de pions interchangeables où on peut parcourir, aller d'une application à une autre. Ça c'est très utopique quand même, enfin, vu le nombre d'applications qu'on a, on ne peut pas tout connaître. Donc en fait, on a plutôt un découpage intermédiaire, c'est-à-dire que on peut naviguer d'application en application, on a des référents techniques, des référents fonctionnels par ce qu'on a appelé des composants, c'est pas vraiment une application, il peut y avoir plusieurs applications dans un composant. Et en fait, on peut comme ça librement circuler. Ce qui veut dire aussi que bah, du coup, l'information n'est pas uniquement supportée par une ou deux personnes, mais vraiment centralisée, enfin est vraiment distribuée à travers plusieurs personnes, une sorte de petit quorum. Donc voilà, comme ça on peut voyager en fait d'application en application. Et malgré tout, on va quand même garder certaines choses en commun. On va garder des délits, on va garder des rétros en commun, pour avoir quand même une cohésion de tout l'ensemble d'équipes. Mais on sait très bien pertinemment que on ne peut pas travailler sur toutes les applications. Déjà, on a moi, si on me met à faire du front, je pense que ça va être la galère. Et encore, je m'en sors peut-être mieux que certains. Et inversement, ceux qui font beaucoup de front, si on les met côté back, je vais grincer des dents. Donc voilà, donc il faut quand même essayer d'harmoniser les choses. Et donc c'est ce qu'on a essayé de faire. Donc on a gardé des rituels et pourtant on arrive quand même à se spécialiser un petit peu, mais on n'est pas concentré sur un seul composant. Et puis bah, surtout, on essaye de déployer et de réaliser le plus petit possible. Donc ça veut dire aussi bah, avoir les plus petits incréments possibles. Donc résultat, là c'est ce que je marque là-haut. Donc normalement il y a des belles couleurs, mais tant pis. C'est-à-dire que du coup on a des petits groupes comme ça qui travaillent en parallèle sur plusieurs fonctionnalités. Et l'équipe SRE nous décharge d'une grosse partie qui était bah, tout ce qui était déploiement, monitoring, network. Bon, bah, quand il n'y a personne pour le faire, il faut apprendre à faire du réseau. Pareil pour l'infrastructure, etc., etc. Donc, super. On est sorti de ce week-end-là, on était bien reposés. Et bon, bah maintenant, faut y aller, quoi. Donc il faut qu'on trouve un process. Il faut qu'on arrive à trouver quelque chose qui va nous permettre de générer toute l'équipe. À partir du moment où la feature, elle arrive chez nous, on la passe en in progress, c'est-à-dire qu'on dit à nos PO ou à nos PM, ça y est, on la démarre, jusqu'à ça y est, elle est en prod, le client peut la voir. Et tout ça, c'est un gros flou actuellement. Enfin, pas maintenant, mais en septembre 2017. Et surtout, il va falloir mettre en confiance les développeurs. Parce que pousser en prod, bah là, comme on l'avait actuellement, comme je vous dis, on serrait les fesses, quoi. Et le but, c'est que bah voilà, on soit confiant. Pousser en prod, c'est pas grave. Au contraire, c'est bien. Et il faut arriver justement à avoir ce sentiment-là. Donc j'ai pas mal réfléchi. C'était pas facile. J'ai regardé un peu sur Internet. Je cite bien. Hein. Des retours d'expérience et tout. On a organisé quelques réunions. Parce que c'est important de ne pas faire ça dans son coin et d'essayer d'impliquer au maximum l'équipe. Et puis bah, du coup, on a essayé un peu d'idéaliser le process idéal. On est très utopiste. Et puis bah, un jour, parce que j'ai beaucoup d'idées sous la douche, et un jour je me suis dit non mais c'est comme ça qu'il faut faire. Je suis peut-être pas la bonne solution, mais c'est pas grave. Du coup, j'ai réuni pas mal de choses et pas mal de changements surtout dans la manière dont on devait faire. Et la première chose qu'on s'est dit, c'est on a des applications, elles sont buildées, c'est cool, comme on était actuellement, elles sont buildées. Et puis avant de la passer en prod, on l'a rebuildée. Parce qu'on passe en release, etc. Alors on se dit d'une, c'est une perte de temps. De deux, bah, le jour où il y a un repo qui n'est pas up, des librairies qui changent, bah, ça ne correspond pas à ce qu'on a testé. Donc on se dit là, ce qu'on va faire, c'est qu'à chaque fois qu'on pousse du code, c'est du code qui part en prod. En tout cas, qui pourrait partir en prod, s'il est valide. Mais on ne va pas retravailler dessus. Et l'avantage aussi, c'est que bah, ce qu'on a testé à un moment donné, en fait, on ne le rebuild jamais, donc c'est ce qui part en prod. On est un peu plus confiant. Ensuite, les environnements. Un environnement pour 12, c'était clairement pas possible.
Donc on s'est dit, non mais là, il faut qu'on arrive à faire quelque chose. Donc c'est un environnement minimum par groupe de travail, parce que sinon, c'est pas possible. Et comme on n'est pas sur Heroku, ça marche plutôt bien. C'est un troll. Gros changement, vous en avez parlé tout à l'heure, mais voilà, d'avoir 15 repos Git et plus, puisque le but, c'est le monolithe qu'on a, d'essayer de le découper un petit peu plus, en tout cas de plus faire du PHP. Moi, c'est ça surtout derrière. Et du coup, on se dit, non, mais on va faire un monorepo qui va contenir tout le code base est dans un monorepo. Et comme on est parti sur un système plus de feature branch dans Git, bah, quand on ouvre une branche dans notre monorepo, bah, toutes les applications ont le même nom de branche. Ça peut paraître con, mais quand on a 15 repos, des fois, ce n'est même pas pareil, et pour comprendre, c'est assez la galère. Ça permet de simplifier les choses, simplifier les devs, et c'est plutôt cool. Ça limite aussi les branches. Ça, c'est clairement, quand je parlais de Jira à certains collègues, voilà comment ils voyaient l'utilisation de Jira. C'est vraiment pénible. Alors moi, je me dis, mais pourquoi? C'est cool, Jira, mais ok, c'est pas beau. Mais c'est cool. Enfin, c'est pas beau, c'est pas ergonomique. Le premier truc, je pense, qui a freiné les gens, c'est le workflow qu'on avait sur le projet principal. Je vous lis pas les étapes, mais même moi, je comprends plus. J'en étais à l'initiative. En clair, bon, on voit pas les schémas, mais c'est galère. C'est-à-dire, c'est un workflow, mais complexe, et on ne sait pas où en est la carte. C'est plutôt simple, hein, pourtant, normalement, on travaille dessus, elle est validée, elle part en prod. C'est assez simple, normalement, assez basique, et ben non, on avait, je sais pas combien d'étapes, mais 1, 2, 3, 4, 5, 6, trop. Donc, voilà. Donc, les gens devant Jira, généralement, étaient comme ça. C'est-à-dire, bah, ma carte, je la mets où? Donc, c'était pas cool. On en est arrivé du coup à un gros refus de l'utilisation de Jira de l'équipe. J'étais quand même obligé de l'utiliser, mais autant dire que c'était pas gagné de le faire aimer, quoi. Donc on avait vraiment besoin de simplifier l'usage, essayer que ça soit le plus simple possible. Déjà la première chose, c'est qu'on est en mode Kanban, mais c'est pas vraiment du Kanban qu'on fait, mais c'est pas grave en fait, on est vraiment en mode fil de l'eau, comme ça, on pousse vite en prod. Et déjà, d'avoir une colonne qui correspond à un statut dans Jira, c'est super important. Parce qu'une colonne qui masque plusieurs statuts, et bah, tout de suite, on est perdu. Et c'est con, mais c'est pas grand-chose, mais pourtant, ça permet de simplifier les choses. Deuxième, c'est qu'on va supprimer les étapes inutiles. Comme je disais, le code, il est en cours de dev, il est en cours de validation, où il est déployé. On n'a pas besoin de se rajouter 150 000 étapes. Il est prêt à partir sur l'environnement. Le testeur est en cours de test. On s'en fout. Il est en test, point. Et enfin, surtout, on va limiter les projets dans Jira, parce que c'est comme les projets dans Git, hein, c'est la galère. Surtout les délits quand on doit switcher de tous les projets. Donc on mélange un peu toutes ces idées qu'on avait remontées, et on arrive à un super truc. Donc le 8 février, j'ai retrouvé la date dans Google Agenda. Pour vous dire, depuis le mois de septembre, hein, ça a quand même bien cogité, mais il a fallu le temps. J'ai organisé une réunion, et le principal concept, c'est plutôt simple, c'est un projet Git égale un repo Jira. Et inversement, un repo Jira, un seul projet Git. Ça paraît idiot, et encore, c'est pas encore bien suivi des fois, mais parce que la flemme de créer un projet Jira des fois. Mais c'est bête, mais en fait, le Jira, il est là pour exposer le workflow de la tâche effectuée sur le code. Et du coup, je trouve ça logique que le code et le workflow soient attachés et soient vraiment liés l'un à l'autre. Deuxième chose, c'est un peu le principe de la conf, c'est qu'on va essayer de simplifier les choses au maximum et aussi de les automatiser. Parce que si une chose n'est pas automatisable, c'est peut-être qu'elle n'est pas bonne. En tout cas, c'est ce que j'essaye de faire. D'où mon automatiser tout ce que l'on peut. J'essaye de ne pas faire d'anglais, c'est dur. Donc, on a fait un workflow qui est beaucoup plus simple, parce que déjà, il n'y a pas d'étape où on ne comprend pas, c'est où la carte elle est à faire, où elle est en cours de dev, où elle passe en validation, et si les testeurs font « ouais, c'est cool », ils ne font jamais ça, ils disent « non, c'est nul ». Mais des fois, ils disent « ouais, ça va ». Et ça veut dire que c'est cool. Et après, elle passe en NRT, donc Non-Regression Test, test de non-régression.
Et du coup, bah là, on va tester que, ok, on a bien testé la feature, mais est-ce que ça n'a pas pété un bouton qui était caché à un autre truc? Est-ce que quand j'appelle cet appel d'API là, ça n'a pas tout pété, etc. Et puis enfin, après, ça part le release deploy done, on s'en fout, ça part en prod, quoi. Le but, c'est que ça parte en prod. Une carte qui est valide en NRT, il faut que dans la journée, elle soit partie en prod. C'est le but. Pas avoir de stock. Je fais rapidement parce que ça, c'est pas super, mais en clair, dans Jira, parce que bah, les product managers, ils aiment bien avoir leur petit backlog dans Jira et tout, et d'avoir leur petit workflow, machin. Ça me faisait chier, moi, parce que ça rajoutait des étapes dans notre truc. Et puis surtout que ça partait peut-être pas dans le monorepo, peut-être que c'était ailleurs. Donc on leur a créé un projet, ils font leur workflow, c'est cool. Et du coup, leur projet s'appelle PM. C'est bien, c'est pour le product manager, c'est bien. Ils créent une épique, et nous, dessous, on vient créer soit des stories, soit des bugs. Une story, bah, c'est une branche Git, et c'est ce qui part en prod. Et du coup, il faut que ça soit le plus petit incrément possible, la plus petite valeur ajoutée, il faut que ça parte. Donc c'est à nous de le découper par rapport, eux, ils ont leur épique, et puis on va leur dire, ok, ça c'est cool, c'est pas faisable tout de suite, qu'est-ce que tu veux? Donc là, on commence à découper. Ok, maintenant on va prioriser. Ok, ça c'est ce qui est prioritaire. Ok, on le fait. On va encore essayer de découper. Le but, nous, c'est qu'on découpe au maximum. Si c'est juste au début rajouter un bouton, c'est cool. Même s'il n'y a pas grand-chose derrière, c'est pas grave. Au moins le bouton, il est là. On a calqué ça parce que bah, ça arrive qu'on a aussi des bugs en prod. Et bah, du coup, on a calqué ça. Si on a un bug, c'est une branche dans Git et ça part directement. Ça fait une release et un déploiement. Alors là, ok, on va se dire, ouais, mais alors du coup, il va y avoir plusieurs branches en parallèle, comment est-ce qu'on gère? Bon, déjà, on a simplifié, on n'a pas de développe, on a juste une branche master, qui est la branche qui correspond à rien chez nous, si ce n'est la code base qui est en prod. On commence une story, numéro 145, on ouvre une branche, ok, on commence à travailler dessus, et là, un bug qui arrive en prod. Donc on ouvre une branche. On travaille dessus, donc les deux travaillent indépendamment, et puis le bug était facile en fait, c'était plutôt cool. Donc on release, donc ça repart dans master. Quand on release, quand on repart dans master, on ne rebuilde pas, comme je l'ai dit. Hein, le build, c'était celui qui était sur la branche 177. Donc là, c'est juste un merge de code dans le master. Et puis du coup, il faut juste se rebaiser sur la branche de story, et puis après, une fois qu'elle est terminée, elle est release aussi. Donc c'est plutôt assez simple. Après, ok, j'ai essayé, je me suis dit, bon, c'était la première étape, pour l'instant j'avais rien automatisé. Je me suis dit, je vais regarder déjà tout ce que font les devs. Bon, déjà, ils prennent la carte, ils passent de to do in progress. Okay. Après, ils créent la branche dans Git. Okay. Après, ils créent le build dans Jenkins. Okay. Il faut déjà qu'ils trouvent déjà l'adresse de Jenkins. Ouais, c'est pas donné. Après, ils vont créer la merge request dans GitLab. Okay. Ils passent de in progress à validation. J'ai pas dit ils ont codé parce que ça paraît logique, c'est leur métier. Hein. Ensuite, de validation, on le passe en NRT. Bon, c'est peut-être pas forcément eux, c'est peut-être les testeurs qui font ça. Mais... Ensuite, on close la merge request qui va avoir pour effet de merger le code. Dans Jira, on passe la carte add-on. Et puis sur Slack, on avertit les PM que ça y est, on a codé le truc. Et puis surtout les collègues en disant hey, ma story elle est déployée, mets à jour ta branche. Donc là, j'ai 9 étapes manuelles. Le but, c'est que moi, il n'y en ait plus qu'une en fait. C'est ce que j'ai envie, quoi. Donc d'où la partie qui m'intéresse le plus, c'est comment j'automatise tout ça. Donc j'ai besoin d'un automatiseur. Bon, j'ai le t-shirt Jenkins, hein, mais je ne vais pas le chercher, sinon ça va refaire du Larsen. Et c'est chiant. Donc j'ai choisi Jenkins. Pourquoi Jenkins? Déjà parce qu'il a plein de plugins dispo. C'est con, mais j'ai pas envie des fois de réinventer la roue. Et s'il y a déjà un plugin qui va se plugger sur Jira, je pense qu'il le fait mieux que si je devais le faire de zéro. Ensuite, il y a la DSL qui est utilisée, qui est, on va le voir, plutôt assez correcte. Enfin, en tout cas, c'est pas du YAML. C'est plutôt bien. Je m'ai reconnu parce qu'en fait, j'utilise Jenkins depuis... donc je le connais. Ça aide dans le choix. Ensuite, il est assez léger, il est extensible. J'ai besoin de rajouter un nœud. Si j'ai une VM, c'est bon, ça marche. J'installe juste l'agent, ça me prend 2 secondes et hop, j'ai un nœud de dispo. Quoi. C'est en Groovy. Je l'ai mis en positif alors que j'aime pas le langage. Mais comme je dis, c'est quand même mieux que du YAML.
C'est toujours maintenu, c'est con, mais d'utiliser un outil qui est toujours maintenu, et c'est quand même bien. Et puis c'est open source, donc si j'ai besoin de rajouter quelque chose, il y a une communauté qui est derrière, et je peux le faire. Du coup, je me suis dit, ça va être Jenkins, ça va être essayer d'être un des seuls points d'entrée de l'automatisation. Je spoil, j'ai pas tout fait, les 9 étapes. Mais j'y travaille. Donc automatiser c'est bien, mais il faut aussi se dire, ok, le jour où Jenkins n'est pas là, ou le jour où il y a besoin d'un peu de subtilité, il faut quand même que les développeurs ils comprennent toutes les étapes qu'il y a derrière. Donc c'est ce que je marque automatiser, mais il faut quand même rester assez humain. Il faut quand même que ça soit infaillible au max, parce que c'est utilisé par des humains justement. Donc des fois ils vont cliquer en disant, ah je savais pas que Promote c'était pour lancer une release. Bah si, c'est pas arrivé, hein, mais j'imagine que ça peut arriver. Il faut aussi être compréhensif, c'est-à-dire que s'il y a une erreur, il ne faut pas balancer la stack trace parce que peut-être que ça va parler pour moi qui ai fait le plugin, mais ça va peut-être pas du tout parler aux développeurs. Donc, dans le côté humain, il faut être explicatif, dire pourquoi est-ce que ça plante. Ok, ça plante parce que là, ta carte, elle est encore in progress dans Jira, donc tu ne vas pas pouvoir déployer sur la prod une carte qui n'a pas été validée. Mais pas à lui dire le statut n'est pas bon. C'est un peu... Donc, faut y automatiser, mais tout en restant humain. La première chose que je me suis attaqué, en fait, c'était au build. Ça paraît con, mais c'était une des étapes les plus délaissées. Et pourquoi? Parce que nos applications, elles sont toutes différentes. On n'a pas la chance, comme vous, d'avoir Maven partout ou Gradle partout. On a tout mélangé. Et du coup, chaque process a sa méthode de build qui lui est propre. C'est une question qui peut se poser. Est-ce que ça vaut le coup de tout passer, tout harmoniser? Du coup, je me suis dit, il va falloir qu'on fasse quelque chose. Première chose, c'est qu'on a un Jenkins file qui est versionné dans Git. Je vous recommande vraiment de le faire. C'est super important d'avoir son code de build. Enfin, tout mon code de build d'automatisation est dans Git. C'est pas juste de la config dans Jenkins. Je me branche sur n'importe quel Jenkins. Si le plugin est dispo, ça marche. Donc on a le multi-branche pipeline qui nous permet justement de scanner les branches, il le fait tout seul, c'est plutôt cool. Et puis le mode déclaratif qui était qui était vieux dans Jenkins, enfin vieux, qui était vraiment mis en avant en fin d'année dernière. Donc je me suis dit tiens, on va essayer le mode déclaratif, ce qui est bien, mais ça pose aussi des problèmes, mais c'est bien. Donc c'est cool. Donc l'étape que je me suis dit pour le build, c'est je vais avoir plein de projets dans mon monorepo. Moi, en tant que DevOps, entre guillemets, j'ai pas envie de comprendre comment chaque projet build. C'est pas là ma valeur ajoutée. La valeur ajoutée, c'est les développeurs, quand il a fait son application, lui sait exactement ce qu'il faut faire pour builder. Il connaît toutes les étapes. Moi, je connais pas forcément toutes les étapes. On n'a pas forcément de README qui détaille tout. Donc, chaque projet, il est responsable de son build. Moi, par contre, je suis responsable que tous les builds se lancent. J'ai découpé en deux phases le build. La première, c'est d'abord, on va builder les sources s'il y a besoin. Et ensuite, on lance les tests. Je ne dis pas s'il y en a, mais c'est un peu ça. Si les tests sont bons, là, d'accord, on peut faire un package qui peut partir en prod. Ça ne sert à rien de faire un package s'il y a une application qui plante dans la branche. Donc, généralement, les packages, nous, c'est des Docker, vu qu'on est sur du Kubernetes, donc c'est assez simple à générer. J'ai schématisé un peu l'arborescence du monorepo, mais en clair, c'est ça, on a toutes nos apps qui sont à la racine, et puis il y a juste le Jenkins file qui est là, et c'est lui qui va orchestrer tout le build. Ce qu'il va faire, c'est qu'il va scanner chaque projet, et il va regarder si à l'intérieur de ces projets, il trouve des fichiers Groovy. Donc il y en a un, c'est le step de build, et l'autre, c'est le step de packaging. Et s'il le trouve, il va le lancer. C'est aussi simple que ça. Donc je vais lancer en parallèle tous les builds. Si tout est bon, je vais lancer en parallèle tous les packages. Alors je vous ai mis rapidement un peu de code. Si tu ne montes pas de code, c'est pas cool. Je ne fais pas de démo parce que j'ai pas de Jenkins sous la main, mais en fait c'est assez simple à lire en Groovy. En clair, je fais un find file sur mes répertoires si je trouve le code. Je mets ça dans une map qui lance une closure. Et la closure, ce qu'elle fait, c'est qu'elle exécute le fichier. Et puis, comment lancer des projets en parallèle, c'est parallèle, et puis on lui donne la map. C'est plutôt simple, plutôt lisible, et puis
Ça fait des trucs comme ça dans Jenkins, quoi. Donc j'ai toutes mes apps qui se lancent en build, et puis comme elles sont toutes vertes, bah, le package se lance, et puis mon app, elle est dispo. L'avantage, c'est que du coup, le temps de build, bah, en fait, c'est le temps de build de la plus grande app, enfin l'app qui va durer le plus longtemps. Donc si on a des apps qui se build assez rapidement, c'est bien. Donc là, c'est bon, on a buildé, on a notre paquet qui est prêt pour partir en test. Il a été validé, les testeurs ont fait, ça va, c'est pas très cool. Comment est-ce qu'on fait maintenant pour le mettre à dispo, pour le mettre sur la prod? Parce que c'est la deuxième étape, quoi. C'est que maintenant, j'ai envie de promouvoir mon job. Donc comment on le fait? Du coup, c'est là où je suis intervenu sur l'automatisation en particulier, parce que la première partie, à part le build, c'était pas vraiment automatisable, si ce n'est déplacer les cartes dans Jira, mais j'ai envie qu'ils utilisent Jira. Donc là, ce que je me suis dit, c'est OK, on va faire un truc, c'est que le point d'entrée, c'est Jenkins. On lance la commande dans Jenkins, et après, on a juste à regarder l'écran, et ça marche. Donc on lance une promotion dans Jenkins, c'est un job qui fait ça, un Jenkins file qui est attaché. Donc on va fermer la merge request, qui va rebelliser la branche dans master. Ça va pousser un tag. Ça va fermer le ticket dans Jira. Ça va notifier les équipes. Et du coup, bah, la carte, elle est terminée. Alors elle est terminée, elle n'est pas encore en prod, mais on y travaille à comment déployer après en prod tout ça. Premier problème qu'on avait, c'était comment est-ce qu'on gère les numéros de version. C'est un truc qui est con, mais on avait envie quand même d'avoir une certaine notion d'incrément. Et puis on a aussi des notions de version marketing. C'est-à-dire que du jour au lendemain, on ne va pas dire tiens, c'est une version 3.0 qui sort, quoi. Il faut qu'il y ait un but quand même. Donc là, pour vous dire, notre version, c'est quelque chose qui est comme ça, quand on a un majeur, point mineur, qui sont gérés par le marketing. Ensuite, on a une date, qui est la date de build dans le CI. Ensuite, on a le Jira number. On pourrait s'en passer, mais c'est important pour nous parce que du coup, on sait quelle est la dernière feature qui a été déployée. Ce qui est important, c'est comme ça, quand on déploie, on sait que notre feature, si on veut déployer la story 187, si on regarde le numéro de version, on fait « Ah, c'est la 187, c'est bon, c'est déployé ». Et puis enfin, le Jenkins build number, donc ça, c'est incrémental. Donc avec la date et avec le Jenkins build number, on a un double incrément. Et cette date-là, comment est-ce que je fais pour la garder sur tout le fil de mon automatisation, que ça soit en build, que ça soit en package, que ça soit en promote. Pour ça, en fait, on a utilisé Nexus, parce qu'on l'avait déjà en interne, que ça nous permet de stocker des fichiers. Et c'est surtout on stocke des fichiers via une API REST, donc c'est plutôt sympa. Donc en fait, on se crée juste un petit fichier manifeste qui va contenir toutes les versions, notamment la version qu'on est en cours. Donc ça qui est créé par Jenkins, et du coup on est capable de récupérer quelle est la dernière version. Je vous mets juste un petit extrait. En fait, il est composé de deux parties. On a la partie current branch, qui est du coup les devs qui sont en cours. Donc dans les devs qui sont en cours, je sais que je dois builder l'application 1 et l'application 2, parce que j'ai fait des modifications dedans. Je connais la date à laquelle elle a tourné la dernière fois, j'ai le hash du dernier commit. Enfin, en fait, je peux stocker plein d'infos là-dedans. Et en plus, je garde aussi comme info les dernières versions qui sont en prod. Le but, c'est qu'en fait, on fonctionne en prod continu. C'est-à-dire que s'il y a un bug, on ne va pas patcher la prod, on va faire un fix forward et ça sera une nouvelle release. On essaie de ne pas maintenir des versions. Le but, c'est qu'on déploie toujours des nouvelles versions, que ce soit des bugs ou des stories. Donc là, comme vous avez vu, je build que l'application 1 et 2 parce qu'elles sont modifiées, mais il a bien fallu que je détecte ce changement-là. On imagine, là maintenant, dans le monorepo, on a presque une dizaine d'apps. Si j'en modifie une, j'ai pas envie de me taper les 10 builds en parallèle. Surtout si mon app en build elle dure 10 secondes et que l'autre elle dure 3 minutes, quoi. Donc comment est-ce que je fais pour essayer de gagner un petit peu de temps? En fait, c'est plutôt simple parce qu'avec Git, je fais juste un diff de qu'est-ce que j'ai modifié par rapport à la branche master, et puis je récupère les projets qui ont un différentiel. J'ai mis la commande parce que ça fait bien, ça fait geek. Deuxième, on l'a vu tout à l'heure, sur ma branche de story, quelqu'un avait repoussé du code sur master, mais moi, j'étais pas forcément, à part la notification dans Slack, qu'est-ce qui m'empêche de pousser mon code dans master et qui viendrait écraser du coup le bug qui a été corrigé. Pour ça, en fait, c'est pareil, on fait juste des petites commandes Git, c'est qu'on regarde depuis quand est-ce qu'on n'a pas fait le dernier rebase par rapport à master,
et puis on regarde le dernier commit qui est sur master, et s'ils sont différents, c'est qu'on n'est pas à jour en fait. C'est que notre ancêtre commun est un peu plus vieux. Donc en fait, on voit que généralement, les problèmes qu'on se pose, bah, c'est plutôt assez simple des fois de trouver des solutions. La solution, des fois, elle est juste en quelques lignes de commande. Donc ça y est, j'ai mon process au moins de release qui est automatisé, le process de build également. Maintenant, est-ce que je peux pas améliorer mon code parce que, bah, en fait, j'ai plein de codes dupliqués et j'aime pas ça. Donc ne te répète pas. Comment est-ce qu'on évite toutes les duplications de code, justement, dans mon code de promote et de build? Et ben pour ça, Jenkins a une des solutions, c'est les librairies partagées. En fait, c'est plutôt simple, c'est qu'on va centraliser du code dans un autre repo Git qu'on va appeler à la volée. Ouais, j'ai un petit schéma. Donc en fait, j'ai mes deux Jenkins files, celui qui va faire le build et le promote, qui vont appeler des librairies qui sont, par exemple, comment est-ce que j'envoie un message dans Slack? Bon, bah, c'est tout simple, je me suis juste fait une petite librairie en Groovy qui appelle la librairie Slack et puis qui envoie des messages. Mais au moins dans mon code de Jenkins et Jenkins Promote, c'est assez clair. Et l'avantage, c'est que en fait, j'ai pas envie d'être pollué par plein de codes dans mon Jenkins et dans mon Jenkins file et mon Jenkins file promote, parce que j'ai envie que le développeur il comprenne toutes les étapes qui sont derrière. Pas forcément la manière dont c'est réalisé. Comment est-ce qu'on appelle l'API Jira? Je pense que le développeur il s'en fout un peu. Par contre, de savoir que sa carte elle passe bien en done, c'est important de savoir. Donc tout le code qui est dans mon repo CI/CD, c'est plus la manière dont c'est fait, et le code qui est dans le monorepo, c'est plus l'enchaînement des tâches. Donc j'ai essayé de découper comme ça. Et ça se fait plutôt bien parce qu'en fait, on déclare juste la librairie en haut. Et puis, par exemple, mon nexus.groovy, je peux appeler directement un nexus create and upload manifest directement. Donc c'est plutôt cool. Du coup, ça m'a apporté aussi une autre chose, c'est-à-dire que quand je vais modifier la façon, par exemple, dont on publie un message dans Slack, la façon dont je le faisais avant, c'est que c'était dans chaque branche de feature. Et une fois que j'avais poussé dans master, il fallait que les autres se mettent à jour pour l'avoir. Et ce qui est dommage, c'est que du coup, eux, ils n'avaient pas forcément besoin de se remettre à jour pour ce code-là. Que là, maintenant, qui est dédié dans un autre repo Git, instantanément, à partir du moment où moi j'ai pushé sur ma branche master dans mon repo Git des librairies partagées, ils bénéficient tout de suite de la modification. Et deuxième aspect, c'est qu'aussi, on écrit mieux, enfin on écrit du meilleur code de le faire en petites fonctions. J'ai bientôt terminé. Juste les problèmes que j'ai rencontrés dans toute l'automatisation, c'est la dépendance entre les projets, puisque comme on n'utilise pas un Maven ou autre Gradle en multi-projet ou multi-module. C'est compliqué de faire toutes les dépendances, donc j'ai commencé à faire un truc à la main, mais c'est encore en cours. Et j'aimerais qu'on évite en fait un maximum les dépendances. Gérer la version, puisqu'actuellement on a encore la majeure et mineure qui est gérée par le marketing. Donc si un jour on passe en 2.0, il va falloir que nous, développeurs, on mette à jour notre branche de dev. C'est pas normal. Donc c'est pour ça, tout ce qui est en dehors de l'équipe de dev ne doit pas nous impacter. L'implication de l'équipe, c'est fondamental en fait. Enfin, à partir du moment où on fait de l'automatisation, j'ai fait presque 80% du code. Le jour où je suis pas là et qu'il y a une modif à faire, il faudrait que quelqu'un puisse le refaire. Donc il faut vraiment éviter les points d'échec uniques. Autre problème, les tests. Je vous ai dit, j'aime bien les tests. Et pour tester dans Jenkins, c'est la galère. Il y a deux choses. Il y a le Jenkins File Runner là, de Nicolas Deleuve qui vient juste de sortir. Et puis le Jenkins Pipeline Unit fait par les Furets. Le deuxième ne prend pas encore le mode déclaratif. Donc déjà, je ne peux pas l'utiliser. Et le premier est encore assez lourd parce que ça lance un Jenkins en local. Bon, c'est faisable, mais bon, c'est pas encore tip top. Donc de ne pas avoir testé mon code, j'aime pas trop. Deuxièmement, les erreurs et les logs, parce que c'est la galère et souvent on est obligé de faire des try-catch pour essayer de remonter vraiment la stack trace parce que Jenkins c'est pas très bavard. Si on oublie juste une parenthèse, il va nous sortir des trucs. Par contre, il y a des avantages parce qu'il n'y a pas que des problèmes. C'est que le process il est ultra simple pour les développeurs. Ils ont un bouton à cliquer et j'espère qu'un jour ça partira en prod direct, quoi.
Donc les étapes, elles sont claires, elles sont bien définies. C'est automatisé, donc on n'oublie rien. On n'oublie pas de passer sa carte, etc. Ce que j'ai pas dit, c'est que la première chose dans l'automatisation, c'est que je vais déjà vérifier toutes les étapes, que toutes les étapes sont bien à jour avant de lancer les tâches. Et puis du coup, on n'a pas besoin d'un gros README qui explique toutes les étapes qu'il faut faire, parce que là actuellement, c'est ce qu'on a, et le README n'est pas à jour, on lit pas le README, et puis ça passe pas. Deuxièmement, c'est présent dans Git, donc n'importe qui peut le lire et regarder ce qui est fait. Et puis, je ne suis pas contre de la doc, mais au moins le code, je sais qu'il est à jour. La doc, je ne sais pas si elle est à jour. Donc là, en regardant le code, qui est plutôt assez simple, assez lisible, normalement, on peut comprendre le process. Et puis, c'est à peu près tout. C'est déjà pas mal. Merci. Ah ouais. Que pour ceux qui sont devant, ceux qui sont derrière, c'est bon. Question un peu philosophique, je dirais. Pourquoi le point d'entrée dans Jenkins et pas dans GitLab lorsque tu merges la merge request? Alors la question... comme je te l'ai dit déjà, Jenkins, tu as plein de plugins possibles. Dans GitLab, je ne suis pas sûr que tu puisses appeler Jira de manière aussi simple. Alors, oui et non, parce que, en fait, c'est ce qui se passe quand tu vas pusher du code pour le build, du coup. D'accord, tu as une notification qui est envoyée à Jenkins. Enfin, GitLab envoie une notification à Jenkins en disant tu peux build. Par contre, pour le promote, c'est à partir du moment où les tests ont réussi. Donc, c'est là où, du coup, il y a quand même un humain derrière qui dit c'est bon, ça part en prod, quoi. Donc, ça pourrait être un commit, mais si tu refais un commit, ça rebuild. Enfin, bref, c'est un peu plus complexe, quoi. Alors, parce que j'adore faire des bots Slack et que c'est ma prochaine étape. Mais ça s'appellera Jenkins, hein, faut pas déconner non plus. Ouais. Répète la question. Donc comment est-ce qu'on gère les conflits lors des merges automatiques? Alors c'est pas des merges automatiques, c'est des merges à faire à la main, enfin des rebases à faire à la main. Et du coup, tu le gères comme tu peux, quoi. L'avantage, c'est que du coup, comme sur le promote, on est averti dans Slack. Moi, je sais que quand j'ai une branche d'ouverte, si je vois qu'il y a une feature qui est partie dans master, je me dis tiens, dès que j'ai tout commité mon code, que c'est assez clean, je vais me mettre à jour tout de suite, parce que si j'ai un conflit, je préfère le faire tout de suite avec l'équipe. Ouais, c'est ça. Mais ouais, j'empêche juste que ça parte, c'est tout. J'ai pas dit blockchain. Ouais. On va mettre nos équipes dessus. Ça se fera un effet tunnel. Ouais. Ça, je te donne le micro. Donc il y a un an, vous aviez une dizaine de process pour partir au prod. Comment vous en êtes arrivé là en fait? C'est ça ma question. Non mais pourquoi et comment? Alors, ce qu'il faut voir en fait, c'est que ouais, on va pas chercher le coupable, mais peut-être parce qu'il y en a plusieurs ou pas du tout. Mais en fait, c'est une accumulation, et je dirais qu'en plus, tu n'avais qu'une équipe qui déployait, qui faisait le support, qui faisait le code. Et au final, on faisait rien en fait. C'est aussi bête à dire, mais on ne pouvait pas se concentrer sur notre tâche principale. Donc c'était fait au fil de l'eau. Si toi tu devais déployer ton code, tu le faisais toi, et du coup tu n'en parlais pas forcément aux autres, et du coup tu as différents process qui émergent, etc. etc. Mais c'était plus dans le build que dans le déploiement en fait, les différences. Allez, j'ai enfin. Parce que ça marche. N'oubliez pas les stickers. Hein.